Bonjour Arnaud. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous? C'est une question dans le cadre de la séquence post-municipale. Exactement. Quel est votre état d'esprit? Je percevais la question dans ce sens-là. Une séquence qui débute avec un nouveau maire, à qui on doit accorder le crédit d'une nouvelle mandature, au travers de ce qui était ses propositions, pour ne pas dire ses promesses, la façon dont il aura à détenir, et ça on y sera attentif, et ça bien sûr au regard du maire sortant, dont on pouvait dire qu'on avait fini cette mandature en étant devenu incapable d'une association d'opposition, et moi, comme conseiller municipal, un conseiller municipal indépendant, mais d'opposition de son point de vue. Donc la séquence qui démarre me paraît plutôt positive et riche et assez pleine d'espérance. Alors revenons un peu sur ces municipales, avec le score que l'on connaît, une écrasante victoire de Bruno Bechiza. Comment vous l'analysez, cette victoire historique, puisque même sous Jean-Claude Abriou, il était rare d'avoir des victoires aussi écrasantes? L'état de l'opinion sur le plan national, donc il y a un effet Hollande au sens négatif du terme et de son gouvernement au bout de 2 ans d'exercice. Ça me paraît être la moitié de la différence de score entre le nouveau maire et le sortant. L'autre moitié, je l'attribue à ce qui est le bilan du sortant, donc de Gérard Segura. Et ça fait 5 points, 5 points. Et bien 5 points, 5 points, c'est 40. C'est ce qui manque pour se retrouver au score de 2008, où on sait quand même que Gérard Segura avait été élu avec un peu plus de 200 voix, ce qui veut dire que la ville est plutôt à 50-50, et ce 40-60 est assez historique de ce point de vue. Alors, une chose qui s'est passée, qui s'est déroulée pendant la campagne municipale vous concernant, c'est votre coup d'éclat. Donc par rapport à votre sortie, je ne dirais pas précipitée, mais assez surprenante, de la liste Vivre mieux demain à Aulnay-sous-Bois, la liste menée par Alain Médreau. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les raisons de votre départ soudain de cette liste, et pourquoi vous avez rejoint à quelques jours des échéances du premier tour, enfin rejoint, supporter plutôt la liste de Bruno Bechiza? Il y a un raccourci qui est le propre d'un raccourci. Les deux choses, je les entremêlerai pas. La première reste ma sortie de la liste d'Alain Médreau. Ça tient au fonctionnement de la liste, à sa gouvernance, à la capacité pour des gens relativement indépendants comme moi d'y prendre et leur place sur le plan du fonctionnement et sur le plan des thématiques. Sur le plan du fonctionnement, ça a été une forme de barrage qui ne m'a pas permis d'y prendre la place que je croyais pouvoir y prendre. Et pourtant, j'avais bataillé en interne dans l'espoir qu'on soit au 2e tour. J'avais bataillé pour obtenir la 3e place, c'est-à-dire une place qui me faisait espérer peut-être d'être élu. Si nous faisions le 2e tour, 12-13% qu'il était nécessaire de faire pour avoir 3 élus. Donc ça, c'était une situation qui avait déjà créé des tensions, dont j'ai bien pu percevoir qu'elle m'était préjudiciable par rapport à la façon de m'intégrer à une équipe qui était essentiellement verte, écologiste, et qui voulait tout peindre en vert, et ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, l'apport de quelqu'un d'extérieur comme moi était fondu. Il fallait que je me fonde dans le moule, alors qu'on était plutôt dans l'espérance d'une addition de force et de problématiques, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça, c'est pour la gouvernance. Et donc, par voie de conséquence, faute de pouvoir intervenir sur le programme, j'y ai découvert un certain nombre de choses qui n'a pas été travaillé par le groupe, puisque le groupe
je n'en faisais pas partie. Et je pense aujourd'hui il y a quelque chose qui a son importance et qui ressurgit, c'est la réindustrialisation du site de PSA, où nous voyons arriver idées logistiques, sachant que dans le programme d'Alain Médreau, j'ai vu surgir une proposition concernant l'intérêt qu'il y aurait d'y réaliser, d'y construire des éoliennes. C'était sorti du chapeau et de mon point de vue, c'était un projet tout à fait hors sol, comme suivant mon expression favorite du moment. Alors, juste une question toujours par la présentation. Est-ce que vous pensez que votre départ de la liste d'Alain Médreau lui a coûté, je dirais, sa représentativité au conseil municipal? Est-ce que votre départ lui a coûté les quelques voix qui lui ont manqué pour atteindre les 10%, selon vous? Mon égo va en prendre un coup. Je le pense et je le crains. Je le pense parce que ça me paraît une vraisemblance. Je le crains parce que malheureusement, pour une sensibilité qui est la leur, qui n'est pas la mienne, mais qui est la leur, il se trouve que malheureusement, ils ont disparu des écrans radars et d'une représentation qui aurait pu paraître légitime au sein du conseil municipal. C'est une conséquence fâcheuse. Ceci étant, tout un chacun en a sa part de responsabilité, et Alain Médreau et ses proches, au moins autant que moi, si ce n'est plus. Alors, avant les municipales, enfin avant la campagne officielle des municipales, vous avez quitté la présidence de Capad Sud. Est-ce que aujourd'hui, le matin, en vous rasant, vous songez à vous dire tiens, je vais reprendre la présidence de Capad Sud? Les problèmes ne se posent pas encore tout à fait comme ça. Il faut savoir que nous rentrions dans une séquence électorale, de campagne électorale. J'avais l'intention de m'y investir et par respect des adhérents de Capad, il n'était pas question que je reste à cette présidence au moins le temps de la campagne, voire plus longtemps, parce qu'on n'est pas éternel et qu'il faut savoir créer des élus de façon à ce que d'être en situation de pouvoir pérenniser un petit peu ce que j'ai créé effectivement il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la question se pose, elle se pose quant aux déclarations de la présidente qui a déclaré qu'elle serait une présidente intérimaire. Elle sait me le rappeler en ce moment. Nous allons aborder notre assemblée générale en faisant appel à candidature au bureau, avec l'espoir au minimum d'avoir des forces nouvelles qui puissent renforcer notre bureau. Et on vérifiera, quand le bureau sera constitué, celui qui sera le plus à même de porter l'action de Capad dans les années à venir, voire dans la première séquence 2014-2015. Donc j'y réfléchis parce que c'est aussi de ma responsabilité, compte tenu des dossiers que je continue à porter, de voir où sera la place où je serai le plus efficace. Ceci étant, ça reste une responsabilité. Je pensais avoir pris un peu de distance par rapport à l'action de Capad. Je dois me réintégrer dans mon quotidien et en me rasant, le fait de réfléchir à ce qui sera la donne nouvelle à partir du 26 mai. Alors passons maintenant aux différents thèmes sur lesquels vous avez débattu assez délicatement avec l'ancienne majorité. Donc le premier point sur lequel je souhaiterais aborder, c'est la circulation. Aujourd'hui, vous avez une personne chez Capad qui s'occupe du dossier circulation, donc circulation dans le sud de la ville, bien entendu. Il y a eu une étude effectuée par l'architecte, une étude que vous contestez par rapport aux résultats. Aujourd'hui, avec la nouvelle municipalité, comment s'annonce cette négociation, la participation de Capad Sud à l'élaboration d'un plan de circulation qui serait, selon vous, plus adéquate pour le sud-onésien? Alors, la relation avec la nouvelle équipe municipale, elle est très bonne. Elle a été initiée par le maire lui-même, à qui j'ai transmis l'invitation de participer à notre assemblée générale, où dans la foulée nous traiterons de ce problème en réunion publique.
Il se trouve qu'il m'a indiqué la nécessité de rencontrer son maire adjoint, en l'occurrence son conseiller municipal délégué à la circulation, pour que nous puissions préparer ce qui était le débat et peut-être les solutions qu'ils seront capables de nous présenter comme premiers éléments de réponse. Il se trouve quoi? C'est que nous avons déjà eu une première réunion, on doit en avoir une seconde. On l'a informé de tout ce qui était nos critiques sur le travail de Transitec et ce qui est nos débuts de réflexion. C'est vrai que nous contestons les éléments qui nous ont été transmis, parce que d'un côté, cette étude qui était en 3 phases, une phase diagnostic, une phase cahier des charges et une phase solution, le cahier des charges ne pouvait pas être le meilleur, loin s'en faut, à partir du moment où le diagnostic n'est pas bon. Aujourd'hui, nous en sommes tout bêtement à contester, bien entendu, ce qui est le pourcentage de la circulation de transit, axe par axe. Et aujourd'hui, on veut que ces éléments qu'on n'a jamais obtenus de Miguel Hernandez nous soient transmis de façon à les comparer à ceux que nous avions nous-mêmes établis en faisant ces sondages un mardi matin. Donc, une fois que le diagnostic revu et corrigé nous sera présenté dans le sens de ce que nous percevons, eh bien, on pourra reparler du cahier des charges. Aujourd'hui, le cahier des charges avait négligé le traitement de la circulation de transit, était arrivé à cette fameuse solution 2B que nous contestions depuis l'origine, puisque par définition, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où le diagnostic est mauvais, le cahier des charges ne peut pas être bon. Et donc les solutions qu'on nous propose ne peuvent plus être bonnes. Donc cette remise à plat, on la souhaite, et on la souhaite aujourd'hui, au regard d'un certain nombre de choses qui n'avaient pas été prises en compte par la société Transitec, à savoir les projets structurants. Et dans les projets structurants, nous nous trouvions à avoir le 7e collège, qui n'est pas une mince affaire en termes de circulation, et qui n'a pas été du tout pris en considération, et qui est pris en considération maintenant que la rentrée se profile. Alors, autre point sur un des points que vous avez donc évoqué pendant des années déjà à Aulnay-sous-Bois, c'est la survie du commerce de proximité, notamment sur les axes du boulevard de Strasbourg et de la route de Bondy. Vous aviez une vision différente par rapport à l'ancienne municipalité. On sait aujourd'hui qu'un grand centre commercial va s'implanter dans le Val d'Oise, le centre commercial Europa City. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à l'état actuel du commerce de proximité, et pensez-vous que la nouvelle équipe municipale a une autre approche pour permettre à ces commerces de se maintenir, mais aussi de se développer? Bon, je ne vais pas faire un aparté, mais je vais revenir sur un bout de question auquel je ne vous ai pas répondu tout à l'heure concernant mon engagement en faveur de Bruno Béchiza. Ça a un lien direct avec le commerce. Nous avions interviewé, d'ailleurs ensemble, les candidats à l'exclusion du maire sortant sur leur prise de position, entre autres par rapport à Europa City. Nous savions la position de Gérard Séguras en faveur de ce projet au travers de ce qu'était son accord dans le cadre d'une entente entre la ville d'Aulnay et la ville de Gonesse, rappelant que la ville de Gonesse était censée, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'idée logistique, nous aider à la réindustrialisation du site de PSA, et nous, ville d'Aulnay, d'aider la ville de Gonesse dans la réalisation de ce projet unique, alors que Séguras, on était à dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Du moins, c'était exprimé par son maire adjoint, Philippe Jean. Aujourd'hui, la certitude que nous nous étions faite, c'est qu'en toute cause et objectivement, Gérard Séguras était en faveur du projet d'Europa City. Bruno Béchiza nous a paru être trop clair. Dès le départ, il nous a dit quelle était sa position locale, et en l'occurrence, pour la différencier avec sa position au conseil régional, celle de Valérie Pécresse, qui était plutôt en faveur de ce projet. Donc nous, on prend en considération aujourd'hui uniquement son engagement à combattre ce projet, et aujourd'hui on vérifie avec lui les possibilités qu'il y a demain de mener une action, des actions de sensibilisation, comme nous comptons en prendre une
dans le cadre du collectif du Triangle de Gonesse, le 3e week-end de septembre. Ça, c'est pour de l'information. Sachant aussi que nous avons obtenu à ce que la Commission nationale du débat public sensibilise les gens de la Seine-Saint-Denis à ce projet. Un débat public sera organisé à partir du 18 octobre, sans qu'il y ait eu de présentation préliminaire qui soit faite. Aujourd'hui, on tentera d'obtenir de la ville d'Aulnay, mais aussi par des contacts que j'ai demandé avec la ville de Villepinte et la ville de Blanc-Ménil, sans exclure la ville de Tremblant, c'est-à-dire des villes limitrophes, de vérifier ce que peut être l'apport de ces villes limitrophes du 95 pour nous aider dans cette journée de sensibilisation, ce week-end de sensibilisation. Alors, dernier point, dernier sujet sur lequel vous êtes engagé, c'est l'usine de méthanisation qui va s'installer à cheval entre le Blanc-Ménil et Aulnay-sous-Bois, aux environs de Gare au Nord. Aulnay Environnement, tout comme Capade Sud, a écrit quelques communiqués, donc en mettant en garde sur les risques industriels propres à ce type d'installation. Vous, quel est votre avis sur cette usine? Elle présente certainement des dangers, mais pensez-vous que ça peut être quelque chose qui peut rendre bénéfice et à Aulnay et au Blanc-Ménil en termes d'emploi et en termes de développement industriel, ou pensez-vous au contraire que ce type d'installation n'a rien à faire dans une zone fortement habitée? Le traitement des eaux usées, et donc le problème du traitement de déchets, quelque part, c'est toujours quelque chose qu'on veut avoir loin de chez soi. En l'occurrence, quand on voit le réseau d'acheminement des eaux usées, pour aujourd'hui l'essentiel, est traité à HR. Donc tant que c'est à HR, à mon avis, personne ne peut s'en plaindre. Ceci étant, il y a une forme de bénéfice industriel, économique et aussi en termes d'emploi dont on pourrait tirer bénéfice par l'implantation d'une telle usine. Aujourd'hui, la position que l'on a, elle n'est pas d'ordre technique. On a des réticences quant au fait qu'une installation de cette nature puisse s'installer sans qu'il y ait eu la moindre information. Et il a lieu de rappeler qu'une pétition qui a été initiée sur le Blanc-Ménil a amené à ce que, en termes de démocratie participative et dans le cadre du règlement intérieur du conseil municipal, cette pétition en plus de 1000 exemplaires puisse servir pour qu'il y ait un conseil municipal extraordinaire sur le sujet. À Aulnay, la question n'a même pas été envisagée et la difficulté d'avoir une relation directement avec le SITCOM nous a été interdite. Le SITCOM n'entend aujourd'hui ne pas répondre à des associations, mais uniquement à des collectivités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce projet-là, en résumé, la ville se doit de prendre contact avec le SITCOM pour obtenir à ce que le débat ait lieu sur la ville d'Aulnay, et qu'elle prenne toutes les précautions nécessaires et utiles, et qu'on n'en fasse malgré tout pas un débat qui risque d'être politicien. Je dis ça par rapport à la position du maire de Blanc-Ménil. Le problème, il n'est pas de cet ordre-là. Il doit être posé calmement, et en termes de démocratie, à minima, aujourd'hui, une information et un débat sur le projet se doit d'être mené comme sur Aulnay, comme il a été mené sur Blanc-Ménil. Alors, je rebondis quand même sur un point, puisque c'est pas forcément lié, mais ce qui devait alimenter cette future usine de méthanisation, donc c'est la voie ferrée qui longe l'autoroute A3 en partant du dépôt de Blanc-Ménil de Bourget. Cette voie ferrée avait été occupée pendant plusieurs mois par des Roms. Donc il y a eu d'ailleurs plusieurs reportages de Make-up à ce sujet. La municipalité a pris quand même des dispositions assez radicales. En fait. Donc il y a l'arrêt anti-mendicité qui vise plus ou moins directement les Roms. Et également donc, la volonté de faire partir ces personnes de lieux qu'elles occupent illégalement. On a vu le collectif de soutien aux Roms, mais également Vivre mieux demain à Aulnay, mené par Alain Ménot, une sorte de collectif aujourd'hui, de prendre position pour les mendiants, contre l'arrêté anti-mendicité, et pour le maintien ou le soutien aux Roms pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc
ma question est, est-ce que vous êtes d'accord avec ce collectif? Est-ce que vous soutenez leur doléance sur le fait que les mendiants ne doivent pas être punis pour mendicité agressive? Et est-ce que vous pensez que les Roms, il faudrait les aider et non pas les expulser? Alors il y a un peu de sémantique dans la question entre mendicité et mendicité agressive. En ce moment, on commence à jouer un peu sur les mots. On est, parce que je me remets dans la position de notre action associative, dans une volonté à recouvrer une qualité de vie qui, bien souvent, quand on parle de la banlieue, n'est pas à la hauteur des espoirs, et qui n'a rien de comparable avec l'ouest parisien. Aujourd'hui, on n'a aucune bonne raison de voir, pour des raisons diverses, je dirais, notre qualité de vie se dégrader. Le problème de ces communautés étrangères au demeurant, mais de la zone européenne, pose assurément un problème. Un problème local, dont on a tout de suite envie de le traiter dans le sens de ce que peuvent être les arrêtés ou les expulsions, mais aussi sur le plan national, sur le traitement social et humanitaire. Donc les deux choses, quelque part, aujourd'hui, s'entrechoquent. Mais je ne me sentirai pas personnellement dans une démarche auprès du collectif, parce que, quelque part, c'est l'aspirateur de ce type de position à faire venir toute la pauvreté européenne dans le nord-est parisien. Et comme avait dit Rocard en son temps, on ne peut pas accepter et supporter toute la misère du monde dans l'état où nous nous trouvons, nous-mêmes, la France, dans le cadre européen. Et Dieu sait qu'actuellement, nous sommes à 15 jours du premier tour des européennes et que par voie de conséquence, ce genre de thématique se pose et se devrait être abordé. Mais pour l'instant, on fait bien sûr des grandes différenciations entre l'aspect local où on a envie de retrouver une forme de tranquillité. Et quant aux Roms, je peux dire aussi qu'ils étaient situés dans une zone, pour ceux qui viennent de se faire expulser, qui était notre entrée de ville. Notre entrée de ville, c'est un peu l'image de la ville, mais ça va dans le sens de l'image que l'on veut corriger et pour laquelle on aura beaucoup de difficultés à faire en sorte qu'Aulnay ne soit pas la ville de 2005 et du garage brûlé de Renault, ou des grandes grèves de PSA, de Citroën dans les années 80. Donc si on veut changer d'image, aussi bien en termes d'image, mais aussi en termes de qualité de vie, il y a assurément des dispositions à prendre de façon humaine, mais qui ne permettent pas non plus à ce qu'ils puissent s'y faire et s'y implanter toutes les communautés en dépit de la législation existante. Alors, dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la relation de CAPAD Sud avec les autres associations. Donc, CAPAD Sud est une association puissante à Aulnay, mais il y en a d'autres. Donc vous avez à un moment tenté un rapprochement qui semblait logique avec CAPAD Nord. Il y a également des associations bien implantées comme Aulnay Environnement, sur lesquelles vous avez... les sujets défendus par Aulnay Environnement sont également parfois défendus par CAPAD Sud. On pense notamment au collectif pour le triangle de Gonesse. Quelle est votre stratégie là-dessus? Est-ce que vous pensez à des fusions, des rapprochements, des partenariats, des actions communes? Alors, je veux dire, ça peut être tout ça à la fois. Au minimum, c'est un rapprochement tactique sur des sujets, des thématiques déjà abordées d'ailleurs pendant la campagne électorale par rapport à Europa City. Entre autres, le fait d'imaginer un observatoire du commerce qui relie naturellement les usagers que nous sommes, et pas nous sommes, par voie de conséquence, et les associations ou les commerçants à titre individuel.
Ça, si on veut le constituer avec une forme de représentation et de représentativité, il faut qu'on ouvre nos bras à des gens qui n'étaient pas forcément sur ces préoccupations. Et le paradoxe, comme vous citiez, l'environnement sont pour partie à se préoccuper d'Europa City, un peu moins du commerce local, mais ceci étant, comme les choses sont extrêmement liées, on se voit assez mal de ne pas, quelque part, faire un bout de chemin ensemble dans le cadre d'un collectif de cette nature. Donc on a établi, dans une réunion préparatoire à l'AGE avec notre bureau, une forme de stratégie de travail qui amène à chercher une représentativité plus complète du tissu commercial et plus complète aussi des usagers que nous sommes, parce qu'on n'a pas la prétention de représenter tout le monde, et d'ailleurs ça serait une erreur que de rester dans cette vision des choses. Visiblement, pour des cas de figure qui m'ont été rapportés, il est bien nécessaire que nous reprenions place, je veux dire quelque part toute notre place, parce qu'il y a quand même des cas d'espèce où nous n'avons pas été entendus ou pas utilisés à la hauteur de ce que nous pourrions espérer donner. Monsieur Boulanger, merci pour cette interview. Le plaisir a été partagé, M. Bourdin. Merci.